On évoquait le Burkina Faso avec ce projet de référendum constitutionnel et on tend donc sans doute vers un report sine-die de la date. Sylvestre, vous étiez en train de faire une analyse. Oui, justement, je disais que si aujourd'hui l'opposition veut trop tirer sur la corde, ça risque de se casser. Aujourd'hui, le pouvoir a un argument assez solide pour même refuser ce référendum. Il suffit de dire que... Refuser ? Pourquoi pas, s'ils veulent quand même faire trop de pression sur le gouvernement? Il suffit de dire que la situation sécuritaire du pays ne nous permet pas aujourd'hui donc de tenir au moins tous les dispositifs. Donc nous allons différer cela ou tenter de le faire, c'est pas circoncision, et ils vont profiter. Vous connaissez l'Afrique. Ne serait-ce également, si c'est le oui qu'ils ont décidé, peut-être que le oui va l'emporter. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faudrait nécessairement qu'on pose du moins le ballon. Il faudrait que chacun joue graduellement à ce qu'ils aillent à ce référendum-là. Du moment où c'est déjà consensuel, je crois qu'aujourd'hui, ils sont sur la bonne voie. Maintenant, au niveau de l'Afrique, vous verrez que le Burkina nous donne beaucoup de leçons de démocratie. Voyez-vous, nous avons tellement discuté dans ce pays sur certaines terminologies, en aucun cas, nul ne doit, tout ça. Mais bon, aujourd'hui, lorsque vous voyez certains tests, ça veut dire que ce qui se fait ailleurs, on peut le faire également ici. Mais la situation qui a prévalu à ça également est différente. Il y a un soulèvement populaire. Aujourd'hui, difficile d'imaginer, par exemple, qu'au Burkina... Non, il ne faudrait pas espérer que cela soit un soulèvement populaire. Non, je n'ai pas dit ça. Mais non, j'étais peut-être dans l'esprit. Difficile d'imaginer qu'au Burkina, aujourd'hui, quelqu'un tente encore de sauter le verrou de la limitation pour aller au-delà avec la leçon de Blaise Compaoré. Oui. C'est impossible. Ça va être compliqué. Impossible. Je dis, si l'opposition burkinabé continue d'espérer et d'être assez calme, je vais peut-être répondre avec une seule phrase. C'est qu'en réalité, il est plus facile de patienter lorsque vous sentez de la bonne foi de la part de votre vis-à-vis. Ils sentent aujourd'hui qu'il y a de la bonne foi de la part de Christian Kaboré et donc ils n'ont rien à perdre en patientant. Mais, puisque vous dites au plus tard août, jusqu'en juillet, jusqu'en juillet, on ne connaît pas quelle va être l'évolution de la situation sécuritaire. S'il y a encore des attaques, des morts et autres, après chaque jour, on tue au Burkina. Sur ce chantier-là, Kaboré n'a pas beaucoup de réussite, le chantier sécuritaire. Il a changé l'état-major, il a nommé des chefs militaires, on a créé des régions. Mais le problème, c'est que sous Blaise Compaoré, la puissance militaire était réservée à la garde présidentielle. Le RSP, c'est tout. Les autres garnisons, les garnisons de Koudougou, de Camp-Guillaume, tout ça, puisque je connais bien toute la zone là-bas, il n'y avait pas d'équipement comme cela se doit. Donc aujourd'hui, en dehors de cette faille, il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Quand on prête serment sous le drapeau, je vais défendre la patrie en tant que militaire, et quand tu es en face des ennemis, tu ne dois pas déposer les armes et fuir. Tu dois défendre, tirer, et quand on te tue, on sait que tu t'es battu pour le pays. Il y a des militaires qui déposent des armes et qui fuient. Ce qui veut dire que les conditions... par exemple, après votre famille se retrouve dans la... Par exemple, au niveau des attaques, quand on dit, par exemple, qu'on a attaqué un camp au Burkina ou bien un régiment quelque part, la question que moi je me pose, quand on sait que des choses comme ça arrivent à l'improviste, il faut prendre des dispositions. Comment ceinturer la zone au niveau des contrôles et autres là. On sait que les djihadistes ne sont pas des gens qui ont des signes sur le corps ou bien des insignes pour qu'on sache que ce sont des gens qui s'infiltrent dans la population. Et il y a des dispositions à prendre avec la population pour que quand on voit des gens qui ne sont pas de leur localité, qu'ils soient dénoncés. Il y a de cela quelques mois, ils semblent reprendre la main. Mais à chaque fois, par exemple, si on attaque à Tapamé aujourd'hui et qu'on met des dispositifs de sécurité un peu plus rigoureux, qu'est-ce qui se passe? On attaque nos tiens. Et il y a le problème d'effectifs. Il faut donner d'autres exemples. Voilà. Bon, ça dit, je donne des exemples. Bon, je parle des villes, c'est pourquoi j'ai donné des exemples. Mais vous savez, c'est pas en fait pour une excuse pour ces militaires-là, c'est pas pour les défendre.
Mais je crois, lorsque vous avez vu, du moins, des militaires nigérians qui ont quand même fui devant Boko Haram, ils ont justifié que le fait que les armes que ces djihadistes utilisent par rapport à ce qu'ils ont, le matériel qu'ils ont, ne peut pas tenir devant l'ennemi. Donc, si vous n'avez pas le matériel adéquat pour faire face à l'ennemi, il vaut mieux d'étaler, c'est mieux. C'est mieux. Donc aujourd'hui, ce pays-là, ces 1200 militaires-là de Blaise Compaoré, le RSP, a quand même peut-être... ils ont tellement de matériel qu'au niveau donc, des garnisons, ils sont presque oubliés. Mais aujourd'hui, donc, il faut dire que Rocosier est arrivé il y a pas... Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Mais vous savez, ils ont les moyens. Lorsque vous venez comme ça, au moins, il faut un temps pour une expérimentation pour mieux voir le terrain. Peut-être c'est au deuxième mandat que vous verrez que il va mieux faire. D'accord. C'est une belle parenthèse. On va passer au second sujet. On parle de l'Afrique côtière et la menace djihadiste qui se précise selon des experts. La dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso, confronté à une multiplication alarmante des attaques djihadistes sur son sol, menace de s'étendre aux pays côtiers du golfe de Guinée, jusque-là épargnés, préviennent experts et sources sécuritaires, héritant du chaos qui règne depuis 2012 au Mali, où prolifèrent les groupes liés à Al-Qaïda et l'État islamique. Le nord du Burkina est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. L'instabilité s'est rapidement étendue ces derniers mois à d'autres régions, dont celle de l'Est frontalier du Togo et du Bénin. Cet acharnement inouï semble indiquer que le Burkina est le dernier verrou que ces groupes veulent casser pour atteindre l'Afrique côtière, affirme Bakary Sambé, directeur de Timbuktu Institute basé à Dakar. Alors là, on voit par exemple, on a vu la progression. C'est parti de la Libye, c'est descendu au Mali, ils sont venus au Burkina, ils ont fait une incursion en Côte d'Ivoire et après ils se sont repliés. On a l'impression qu'ils tentent d'atteindre la côte, là, Moïse. La première chose qu'il faut dire, c'est que quand dans un quartier, vous apprenez que les voleurs sont venus chez votre voisin, peut-être à 2 paquets de maisons, vous devez automatiquement prendre les dispositions dans votre maison. Si vous attendez d'abord que ce soit chez le voisin qui vous est contigu avant que vous ne réagissiez, là, ce n'est pas bien. Je voudrais donc supposer que depuis quelque temps, on nous a parlé dans notre pays qu'il y a une refondation de l'armée, on est en train de prendre certaines dispositions, on a créé des régions militaires, des régions de police, etc. Je voudrais croire que toutes ces dispositions-là participent donc de la sécurisation un peu plus de notre frontière. Maintenant, nous avons eu un prêtre, je crois, qui a fait le Togo, Maria Auxiliadora, paix à son âme, le père José, si j'ai encore son nom. Et on nous a dit qu'ils ont été tués simplement à peine une 50aine de kilomètres de nos frontières. Ça veut dire que nous sommes déjà dedans. Mais là, on n'est pas vraiment sûr si c'est du djihadisme ou c'est du grand banditisme. Dans tous les cette partie du Burkina, il y a des bandits de grands chemins qui font la loi également. Vous savez, le grand banditisme peut à un moment donné se transformer carrément en un djihadisme. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où vous avez un terreau qui est fertile, les gens vont profiter. Donc ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais d'abord me rassurer que le service de renseignement au Togo n'est pas seulement consacré à la surveillance des hommes politiques, mais qu'on essaie quand même de surveiller le territoire. Et qu'on prend des dispositions au niveau de nos états-majors pour que véritablement nous soyons à l'abri de ces mouvements-là. Mais le problème, ce n'est pas de laisser forcément le djihadiste entrer, parce qu'il ne va pas entrer avec fanfare sur le territoire. Peut-être même que nous avons des gens qui sont déjà sur notre territoire, et des cellules dormantes, ou carrément des gens qui sont endoctrinés ici même, et qui, peut-être avec le climat politique qui est défavorable, il faut le dire, peuvent rapidement profiter de ces occasions-là pour se radicaliser. Donc, il faut effectivement 2 choses, à mon avis. 1, il faut sécuriser davantage nos frontières, parce que vous allez dans certaines... au niveau de la frontière, dans certaines zones, vous voyez par exemple un CB quelque part caché, et à peine sa moto même arrive à démarrer, il n'a pas le carburant, parce qu'il utilise le carburant frelaté boulet, comme nous appelons, mais le gars, ils sont 2 ou 3 là-bas,
Et parfois, c'est difficile. Vous vous demandez, mais si on passe par là, lui, par exemple, il va faire quoi? Donc moi, je voudrais bien que l'énergie qu'on a mise pour acheter beaucoup de véhicules, beaucoup de matériel pour le sommet sur la sécurité maritime, qu'on puisse mettre un peu de cette énergie-là pour acheter le matériel qu'il faut, surtout le matériel roulant et le matériel de défense à nos forces de sécurité. Et la seconde chose qu'il faut faire, si on veut que le peuple participe donc à cette veille-là et que le peuple puisse contribuer dans les renseignements, eh bien, il faut que nous allions aux réformes politiques, de telle sorte que le climat sociopolitique étant apaisé nous-mêmes, on va renouer avec la confiance les uns dans les autres et ça va permettre d'aller un peu plus vite. Alors, Fioclou, vous l'avez rappelé tantôt, le djihadiste, c'est pas, on ne l'écrit pas sur son habit, hein, c'est plus aujourd'hui le grand barbu qu'on a connu dans le temps, c'est n'importe qui. Est-ce que les pays côtiers sont sûrs, par exemple, on évoquait quelques individus qui peuvent avoir été endoctrinés ou des cellules dormantes, est-ce qu'on est sûr qu'on maîtrise la situation? Bon, d'après les informations à ma possession, il semblerait même qu'au niveau du nord Togo et du nord Bénin, il y a certains qui se sont infiltrés pour défendre la population de boire de l'alcool. Oui. Ce sont des fêtes. Et en dehors de ça, ils parlent de l'islam. Ça commence comme ça, petitement, et ça va arriver. Mais compte tenu de la situation, le Togo, le Burkina, le Ghana, le Bénin ont pris leurs responsabilités. Et les chefs de service de sécurité se sont rencontrés pour prendre les mesures nécessaires qu'il faut. Et nous ne devons pas oublier non plus que nous avons une région militaire et de gendarmerie au nord. Et nous avons un camp militaire au nord, le camp de Nouprouma. Et les populations qui sont là nous disent souvent qu'il y a un contrôle strict à Dapaon et au niveau de Saint-Cassé. Ce qui veut dire que les gouvernants ont pris le problème très au sérieux pour que cette attaque soit évitée. Ça peut paraître intéressant, mais est-ce que la crainte n'est pas renforcée? Parce que quand moi, je vis dans un pays où des individus peuvent arriver à moto sans être cagoulés, en pleine circulation, arrêter un véhicule, sortir des armes, tirer sur le pneu, la portière, sortir un sac, partir, et jusque-là, on ne les a pas retrouvés. Ça a été fait à proximité de l'aéroport. Ça a été fait il y a seulement quelques jours. Le djihadiste, on l'a dit, c'est un monsieur incognito. Oui, ces actes ne relèvent pas du djihadisme, c'est du banditisme la comparaison. À haute échelle et du braquage. Quelqu'un prenne une arme, il crie, je ne sais pas, Allahu Akbar, et puis c'est fini. On dit qu'on a subi une attaque djihadiste. Vous savez, vous savez, il est vrai, entre le djihadisme et le banditisme, c'est pas la même chose. Mais si vous voyez bien ces trois, c'est là, banditisme, djihadisme. Donc vous verrez que au finish, c'est la mort. Donc aujourd'hui, il faut le dire, et le système de sécurité ou la sécurisation, si on peut le dire, du pays, pour l'instant, nous rend un peu perplexes parce que si deux individus peuvent venir et tirer et prendre des sacs et partir, sans que, si vous voyez, toutes ces opérations-là qui ont été faites, pas un seul n'a été arrêté. Des gens qui traversent la ville. D'ailleurs, vous avez évoqué le cas de l'aéroport. Comment est-ce qu'on peut attaquer des gens devant l'aéroport? Or, à quelques mètres de l'aéroport, nous avons la Bachasse qui est là. Nous avons la gendarmerie qui est là. Ces messieurs qui ont traversé la ville, ils vont passer par où? Je ne sais pas, que ce soit au niveau donc, de Supetako ou de l'autre côté, ils vont justement rencontrer des militaires qui circulent parce que le Meudon n'est pas loin. Mais ces gens-là n'ont pas été appréhendés. Lorsque vous voyez même au niveau du marché, du grand marché, c'est le cambis qui a été abattu, les gens qui sont passés par des coins qui sont partis, personne n'a pu les arrêter. Ils sont revenus 2 fois déjà ou 3 fois déjà au niveau du grand marché. Mais si ces genres de choses qui se passent et que pour l'instant, on n'arrive même pas à appréhender ce que je peux dire donc de petits malfrats, et que lorsque nous serons devant le djihadisme, je vous dis que là, ça craint. Ça craint, mais pas pour autant, il faudrait quand même qu'on puisse également demander à la population de coopérer. Lorsque vous êtes dans votre quartier et que vous voyez un monsieur qui ma foi, ne se comporte pas de manière normale, entre guillemets,
Mais saisissez. La normale, c'est quoi? Non, vous avez un monsieur, c'est-à-dire qui, vous savez, le profil, sa manière peut-être de se comporter. Si la personne est suspecte, vous ne pouvez pas l'approcher. Mais peut-être appeler, hein, du moins la brigade qui est beaucoup plus proche. Bon, il y a un monsieur qui est venu dans notre quartier, ça fait 2 semaines, mais là, le profil, la manière de la personne de se comporter, franchement, ne nous plaît pas, mais la police va investiguer. Si la personne n'est pas peut-être celui que vous pensez, au moins vous êtes quitte. Pour que celui-là ne puisse peut-être pas arriver au fait, mais avant de dire, ah, je pensais, en le voyant, moi-même, j'avais des soupçons, je savais que celui-là, il serait peut-être djihadiste. Si la personne n'est pas, c'est pas le profil, mais appelez au moins la police. La police va faire de l'investigation, ce n'est pas à vous quand même de l'approcher. La police va faire des investigations. Je comprends très bien ce que Sylvestre dit, mais pour que vous puissiez appeler, c'est qu'il y a une certaine confiance entre vous. Honnêtement, aujourd'hui, vous savez, dans nos quartiers, vous avez des gens qui déconnent, et puis vous avez un voisin, on n'appelle même pas la police, mais si par hasard la police elle-même s'en rend compte et vient, le voisin est capable même de cacher celui qui est en train de faire du mal. Voilà aussi des situations qui vont favoriser carrément de ces djihadistes-là. Dieu nous en garde. Ce n'est pas que nous ne reconnaissons pas la valeur de notre armée, au contraire. Moi, j'ai toujours félicité l'armée togolaise, même si par endroits, je leur ai reproché aussi des choses, notamment la gestion des manifestations publiques. Mais je dis que l'armée togolaise est une armée quand même qui se débrouille pas mal. Maintenant, comme nous le disons, nous pensons à eux quand nous parlons de tout cela. Parce que si le djihadiste vient et que eux qui ont prêté serment, ont juré de nous défendre, ils peuvent également trouver la mort, cela ne fait pas notre fierté non plus. Notre fierté, ce n'est pas de dire, par exemple, que c'est vrai, le djihadiste a pu quand même déclencher son opération, mais on l'a maîtrisé, sauf que nous avons perdu tel nombre de militaires, non, on ne sera pas heureux non plus. Donc nous voulons qu'il y ait une amélioration de leurs conditions également. Et je voudrais aussi dire qu'il est important que les militaires que nous avons au niveau des frontières et au niveau de certains cordons de sécurité, quand vous allez par exemple vers le nord, il faut qu'on puisse les renouveler un peu plus rapidement qu'avant. Parce qu'un militaire qui passe 2 semaines, 1 mois à son poste là-bas et qui ne revient pas sa famille, par exemple, ma foi, n'a pas les mêmes facultés pour défendre la nation, comme celui-là qui peut-être a fait 2-3 jours et qu'on a renouvelé. C'est important. Il faut une condition de vie qui permette vraiment à ces personnes, et même la nourriture qu'il leur faut et tout, il faut les mettre dans des conditions pour que véritablement ils puissent nous défendre. Nous parlions tout à l'heure de ces malfrats-là qui viennent frapper. Je précise que le grand bandit qui vient à Lomé, au grand marché par exemple, et qui va chercher des millions, mais il va chercher les millions pour pouvoir en vivre. Par contre, le djihadiste, il se fout de vivre après. Donc du coup, c'est important. Celui-là qui vient pour voler, il veut fuir pour ne pas être arrêté. Le djihadiste, lui, s'en fout, ça veut dire que lui peut faire encore plus de mal. Et le djihadiste qui va venir ne va pas d'abord dans son plan dire oui, je vais aller au niveau de la présidence, je vais aller au niveau de la primature, de l'Assemblée. Du tout. Il va attaquer là où vous vous attendez le moins, là où il y a le pauvre Togolais qui est en train de se débrouiller et il sait que là-bas, il fera plus de victimes. Samuel, je voudrais ajouter ceci. Nous parlons souvent des forces de défense et de sécurité. Et nous devons savoir aussi que c'est une institution de la République, bien sûr, mais ça, la chaîne de commandement a certaines règles qu'il faut suivre. Un sergent qui passe et qui voit un truc comme ça, il ne peut pas intervenir sans avoir l'autorisation. C'est pourquoi, quand il dit souvent qu'on a fait ceci, on n'a pas réagi, on a fait ceci, il faut que l'ordre vienne de quelque part. Et celui qui doit donner les ordres, il est là. Est-ce qu'il n'y a pas une lourdeur dans le commandement? Parce que s'il y a, par exemple, je ne sais pas si vous pensez au braquage, et qu'on me dit que le sergent ne peut pas sortir son arme pour arrêter des braqueurs, il doit recevoir l'autorisation de tirer. Quand le braqueur, quand le soldat passe, quand le soldat passe, ou bien le militaire, le gendarme passe par exemple, et qu'il a une arme, et qu'il y a un problème de braquage, il peut intervenir. Il peut intervenir, il doit intervenir, parce que c'est anti-loi. Oui, mais on a vu des militaires qui étaient postés devant des institutions bancaires, et tout à côté, il y a eu de ces braquages-là, et ces militaires-là n'ont pas réagi. La mission de ces militaires-là, c'est de garder. La mission de ces militaires-là, ils sont en faction
devant la banque. Mais si on finit d'attaquer le pauvre Togolais, on viendra vers la banque également. Tel n'a pas été le cas. En tout cas, il y a une complexité de commandement que vous devez comprendre. Non, en fait, moi je ne maîtrise pas, mais je sais que devant ce genre de situation, le militaire doit normalement réagir. Vous devez vous rappeler que, je ne sais pas si c'est l'ambassadeur des États-Unis qui a été une fois attaqué ici au niveau donc de Béchâteau, il y a quelques années. C'est l'ambassadeur d'Allemagne. De l'Allemagne. Mais il y avait quand même... il y avait un mort d'homme. Voilà, un jeune militaire qui passait, qui vient, qui découvre la scène, mais il a réagi. Et il a réagi. Et même au niveau donc, de la hiérarchie militaire, on l'a félicité. Voyez-vous, donc, s'ils sont devant ces genres de situations, je crois qu'ils peuvent réagir. Maintenant, si c'est pas, on verra peut-être que là où on doit quand même recevoir l'ordre du c'est pourquoi moi j'ai souvent félicité les autorités de la sécurité quand elles ont mis en place les unités spéciales d'intervention au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie. Là, quand il y a quelque chose à moins de 10 minutes, 5 minutes, ils sont là. Et ils font les patrouilles en ville. Et mais ils ne sont pas souvent là pour les voilà, c'est là où... Ils viennent après les là où on veut faire le braquage, on n'avertit personne. Ça vient à l'improviste. Donc, quand le braquage est fait ici et qu'on a appelé avant de venir là-bas, ça doit mettre 10 ou 20 minutes. Or, les braqueurs sont déjà partis. C'est le mal que nous déployons tous. Alors, il y a quand même un responsable de la sécurité togolaise qui reconnaît que la menace est réelle et tout le monde est sur le qui-vive. Les forces de sécurité togolaises et béninoises travaillent en étroite collaboration avec les Burkinabés. Mais moi, il y a un point d'inquiétude, c'est que et si c'est djihadiste, parce qu'on voit, on a évoqué qu'il semble vouloir descendre, s'il envoyait tout le monde sur de mauvaises pistes, tout le monde peut être concentré sur la frontière burkinabé alors qu'ils vont rentrer par ailleurs. Oui, ça aussi, c'est très possible. Et c'est en cela que je ne vais pas apprendre à nos militaires leur métier. Oui. Ils savent qu'il peut y avoir diversion. Et donc, c'est de la même manière que je peux entraîner vos confrères journalistes qui sont sur le plateau. Je peux les entraîner sur une mauvaise piste, par exemple, dans une enquête journalistique. Donc, c'est à eux de faire encore un peu plus de recoupement et de voir dans quelle mesure. Vous savez, je ne peux pas dire qu'il y a un pays au monde qui peut maîtriser tout son appareil sécuritaire et se défaire des djihadistes de quelque manière. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons que nous voulons être rassurés qu'il y a des dispositions qui sont prises. C'est tout ce que nous disons pour répondre promptement. Et de la même manière, je l'ai dit, il faut qu'on mette les Togolais en confiance de telle sorte que lorsque je vois quelqu'un qui est suspect, non pas forcément par jalousie aussi, j'appelle la gendarmerie parce que l'autre je ne l'aime pas trop, non. Mais quand je vois vraiment quelqu'un qui n'est pas vraiment dans... Vous savez, moi j'ai voyagé un jour avec un jeune et il me disait, c'était, je crois que ça doit faire 4-5 ans. Et le monsieur me dit non, que lui il est prêt, il peut faire le djihadisme et tout. Et je dis, mais comment ça? Je t'ai dit, il était sérieux, je vous dis. Et il a commencé par me raconter un peu, lire un peu des sourates et tout. Je dis, mais attends, il y a un souci là. Et j'ai essayé de lui parler tout, mais j'ai vu que le gars était borné. Et quand il m'a parlé des injustices sociales. En réalité, je n'ai pas pu continuer la discussion. Honnêtement, c'est-à-dire que face à certaines injustices sociales dans notre pays, vous vous demandez si nous pouvons contribuer vraiment au renseignement. Tout part du renseignement, les amis. Tout part du renseignement. Quelle que soit la situation, quelles que soient les armes que nous achetons, les véhicules, tout ce que nous avons. Mais on n'a pas mis devant ou derrière chaque Togolais, on n'a pas mis un gendarme ou un militaire. On ne peut même pas. On ne peut même pas. Donc, à un moment donné, il faut que nous puissions contribuer. Et moi, je voudrais inviter les Togolais, déjà à partir de cette tribune-là, pour leur dire que le djihadiste qui frappe, je suis sûr qu'il ne va pas aller frapper directement le président de la République. Ce serait difficile qu'il atteigne le président de la République. Donc si nous, Togolais, nous disons, oui, on en a marre de l'armée, on en a marre de ceci, du pouvoir, etc., et que nous disons, oh, je vois, je ne vois pas, je fais comme si je veux, nous serons les premières victimes. Alors, il faut que les Togolais contribuent à d'abord sensibiliser leur entourage
et au même moment à participer donc au système de renseignement sur les individus suspects. Mais il faut également que du moins le système, ou du moins l'armée ou les forces de sécurité puissent également rassurer la population. Lorsque vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois au Grand Marché, après le braquage, lorsque les Usugois sont venus, c'est maintenant la population qui criait sur les militaires parce que, bon, les gens sont partis. Maintenant que les gens sont partis, vous venez faire votre pharo. Donc aujourd'hui, il faudrait véritablement, s'ils arrivent, ne serait-ce qu'à neutraliser au moins 2 ou 3 gangs de ces malfrats-là, vous verrez que la confiance viendra, va renaître, et là, ça va partir comme sur des roulettes. Même lorsque, à chaque fois... Ce qu'il faut comprendre, vous savez, vous écrivez de très beaux articles, mais il va suffire un jour que vous écrivez un article qui n'est pas bon et puis la RAP peut vous suspendre. Ce que je voudrais dire, c'est que la gendarmerie, la police togolaise ont arrêté pas mal de malfrats que nous avons vus à la télé, qui ne nous ont rien dit parce qu'en réalité, le bien, quand vous le faites, il ne marque pas l'homme autant que le mal. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut véritablement... Sauf que je dis qu'il y a eu de très bonnes choses que l'armée togolaise a faites dans ce sens-là, particulièrement. Oui, non, là on le sait, mais là où on les attaque plus, on ne les voit pas, c'est là où l'inquiétude est. Au moment où nous parlons, nos forces de défense, le service de renseignement déjoue beaucoup d'attentats. Et nous ne sommes même pas Et puis, il faut savoir aussi que... Il faut communiquer. Au niveau... Non, en France, ça se dit... Dans le monde entier, tout pays qui dispose d'une armée a son renseignement militaire. La gendarmerie a son renseignement. La police a son renseignement. Et tout le pays entier a peut-être une agence nationale de renseignement. Ce qui concourt à un service efficace. Il y a beaucoup de choses qui se passent, bien sûr. Quand on a fait les manœuvres militaires au niveau du Nord, la dernière fois, Togo, Bénin, Burkina, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre la pression sur ceux-là qui ont l'intention de mutualiser les forces pour attaquer les 3 pays. Ce qui veut dire que des fois, il faut faire des manœuvres pour dissuader, tel que ce qui se fait actuellement à Toum, au niveau de la marine, pour les pirates. La marine fait des exercices comme ce que nous avons vu encore à la télé. Et il appartient au gouvernement de faire ce genre d'exercices pour la dissuasion. D'accord. On va marquer la pause et on revient après le journal pour continuer.